La politique d'Aristote, livre 6e, de la démocratie et de l'oligarchie, des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ce chapitre étant ordinairement placé le 4e. Chapitre 1er, sommaire. Des devoirs du législateur. Il ne doit pas se borner à connaître le meilleur gouvernement possible, il doit savoir aussi, dans la pratique, améliorer les éléments actuels dont il peut disposer. De là pour lui la nécessité de connaître les diverses espèces de constitutions et les lois spéciales qui sont essentielles à chacune d'elles. Dans tous les arts, dans toutes les sciences qui ne restent point trop partielles, mais qui arrivent à embrasser complètement un ordre entier de faits, chacune doit pour sa part étudier sans exception tout ce qui se rapporte à son objet spécial. Prenons par exemple la science des exercices corporels. Quelle est l'utilité de ces exercices? Comment doivent-ils se modifier suivant les tempéraments divers? L'exercice le plus salutaire n'est-il pas nécessairement celui qui convient le mieux aux natures les plus vigoureuses et les plus belles? Quels exercices sont exécutables pour le plus grand nombre des élèves? En est-il un qui puisse également convenir à tous? Telles sont les questions que se pose la gymnastique. De plus, quand bien même aucun des élèves du gymnase ne prétendrait acquérir ni la vigueur ni l'adresse d'un athlète de profession, le pédotribe et le gymnaste n'en sont pas moins capables de lui procurer au besoin un pareil développement de force. Une remarque analogue serait non moins juste pour la médecine, pour la construction navale, pour la fabrication des vêtements et pour tous les autres arts en général. C'est donc évidemment à une même science de rechercher quelle est la meilleure forme de gouvernement, quelle est la nature de ce gouvernement, et à quelles conditions il serait aussi parfait qu'on peut le désirer, indépendamment de tout obstacle extérieur, et d'autre part de savoir quelle constitution il convient d'adopter selon les divers peuples, dont la majeure partie ne saurait probablement recevoir une constitution parfaite. Ainsi, quel est en soi et absolument le meilleur gouvernement, et quel est aussi le meilleur relativement aux éléments qui sont à constituer? Voilà ce que doivent savoir le législateur et le véritable homme d'État. On peut ajouter qu'ils doivent encore être capables de juger une constitution qui leur serait hypothétiquement soumise et d'assigner d'après les données qui leur seraient fournies des principes qui la feraient vivre dès l'origine et lui assureraient, une fois qu'elle serait établie, la plus longue durée possible. Or, je suppose ici, comme on voit, un gouvernement qui n'aurait pas reçu une organisation parfaite, sans être dénué d'ailleurs des éléments indispensables, mais qui n'aurait pas tiré tout le parti possible de ses ressources et qui aurait encore beaucoup à faire. Du reste, si le premier devoir de l'homme d'État est de connaître la Constitution qui doit généralement passer pour la meilleure que la plupart des cités puissent recevoir, il faut avouer que le plus souvent les écrivains politiques, tout en faisant preuve d'un grand talent, se sont trompés sur les points capitaux. Il ne suffit pas d'imaginer un gouvernement parfait. Il faut surtout un gouvernement praticable, d'une application facile et commune à tous les États. Loin de là, on ne nous présente aujourd'hui que des constitutions inexécutables et excessivement compliquées, ou si l'on s'arrête à des idées plus pratiques, c'est pour louer Lacédémone ou un État quelconque aux dépens de tous les autres qui existent de nos jours. Mais quand on propose une constitution, il faut qu'elle puisse être acceptée et mise aisément à exécution en partant de la situation des États actuels. En politique, du reste, il n'est pas moins difficile de réformer un gouvernement que de le créer, de même qu'il est plus malaisé de désapprendre que d'apprendre pour la première fois. Ainsi, l'homme d'État, outre les qualités que je viens d'indiquer, doit être capable, je le répète, d'améliorer l'organisation d'un gouvernement déjà constitué, et cette tâche lui serait complètement impossible s'il ne connaissait pas toutes les formes diverses de gouvernement. C'est en effet une erreur grave de croire, comme on le fait communément, qu'il n'y a qu'une seule espèce de démocratie, qu'une seule espèce d'oligarchie.
À cette indispensable connaissance du nombre et des combinaisons possibles des diverses formes politiques, il faut joindre une égale étude et des lois qui sont en elles-mêmes les plus parfaites et de celles qui sont le mieux en rapport avec chaque constitution. Car les lois doivent être faites pour les constitutions. Tous les législateurs reconnaissent bien ce principe, et non les constitutions pour les lois. La constitution dans l'État, c'est l'organisation des magistratures, la répartition des pouvoirs, l'attribution de la souveraineté. En un mot, la détermination du but spécial de chaque association politique. Les lois, au contraire, distinctes des principes essentiels et caractéristiques de la Constitution, sont la règle du magistrat dans l'exercice du pouvoir et dans la répression des délits qui portent atteinte à ces lois. Il est donc absolument nécessaire de connaître le nombre et les différences de chacune des constitutions, ne fût-ce même que pour pouvoir porter des lois. En effet, les mêmes lois ne sauraient convenir à toutes les oligarchies, à toutes les démocraties, la démocratie et l'oligarchie ayant chacune plus d'une espèce et n'étant pas uniques.